Bonjour, je suis André Tessier-Ducrot, fondateur du Comité Bastille. En ce moment, juin 2021, nous, Comité Bastille, avons engagé la création de notre fonds de dotation, le fonds Équité. Il va nous donner les moyens de passer à l'action. Vous avez peut-être reçu un mail vous invitant à regarder cette vidéo parce que vous faites partie de 95 personnalités qui nous connaissent déjà assez pour avoir une idée de la raison d'être depuis 2010 du Comité Bastille. Eh bien, pour vous expliquer les actions que nous comptons engager, il faut que je vous parle de la France, de l'Europe et de leur avenir dans le monde tel qu'on peut le prévoir aujourd'hui d'ici la fin du siècle. La prévision, voyez-vous, a été mon métier et ma carrière pendant 40 ans. Et je continue à le pratiquer depuis que j'ai pris ma retraite en 2003. J'ai eu comme clients quelques gouvernements et environ 300 entreprises situées dans 14 pays qui m'ont fait travailler dans 32 pays. J'ai bien gagné ma vie parce que les entreprises qui payaient nos services constataient que nos prévisions étaient assez fiables pour leur être utiles. J'ai été dirigeant intérimaire d'une entreprise en difficulté 3 fois dans ma carrière. Les 3 entreprises existent toujours. Dans un cas, la situation était assez grave pour que je doive mettre à pied environ 15% du personnel. Mais j'ai pu les réintégrer quelques mois plus tard. Voyez-vous, je n'aime pas les licenciements. D'ailleurs, au Comité Bastille, nous considérons que l'entreprise est là pour créer des emplois, pas pour en supprimer. Une fois, en 1974, j'ai pris une initiative qui a convaincu le gouvernement français de poursuivre le financement d'un grand projet industriel très ambitieux et qui devenait très coûteux. Ce projet est devenu la CFM et derrière elle, un secteur où la France domine un marché de l'équipement aéronautique. Donc j'ai, disons, une certaine expérience. Je suis né en 1937. J'ai donc connu dans mon enfance la Deuxième Guerre mondiale et la France sous l'occupation. J'ai vécu la libération 2 fois, d'abord dans les Cévennes en avril 1944 et ensuite à Paris l'été qui a suivi. Et à tous ceux d'entre vous qui ont l'impression d'un déclin de la France, que la France est fichue, que sa grandeur est loin dans le passé, je vous dis d'abord que vous auriez dû connaître la France, comme moi, entre 1940 et 1958. C'est alors qu'on avait l'impression de n'être plus rien du tout, d'être la risée des grandes puissances et d'une part de l'Europe, incapable de nous dépêtrer de nos guerres coloniales, tout juste bon à accueillir des touristes américains et parfois britanniques, grâce à nos monuments, nos paysages, et bien entendu notre culture, notre cuisine, nos vins, nos parfums et nos grands couturiers. Mais à partir de 1948, j'ai aussi vécu le plan Marshall, l'initiative la plus grandiose et la plus clairvoyante que l'Amérique ait jamais engagée. Et j'ai vu naître l'Europe en 1950 avec la CECA, le pool charbon-acier. Je me souviens bien de l'enthousiasme de mes parents et de nos profs quand ils nous l'ont annoncé. Si à l'époque, quelqu'un avait osé nous dire que, à partir des années 60 et jusqu'à aujourd'hui, nous allions vivre dans une prospérité jamais imaginée, avec une qualité de vie et de santé, une liberté d'expression, d'opinion, mais aussi de travail, de déplacement et de voyage que vous avez tous connus,
Si quelqu'un nous avait prédit que l'Allemagne et la France deviendraient amis et alliés au point de rendre possible une Union européenne de 450 millions de concitoyens, on lui aurait ri au nez. On l'aurait traité d'utopiste, naïf et inconscient, et même de fou dangereux. Alors voilà, je ne suis pas un fou dangereux. Mais depuis 1972, j'ai choisi librement mes clients et accepté librement les missions qui m'ont été confiées par des clients craignant parfois que je sois peut-être un peu utopiste. Et cependant, dans le passé, même dans le passé récent, j'ai eu raison plus souvent qu'à mon tour. Dans ma jeunesse, il paraissait évident que c'était l'Amérique qui nous servirait de modèle, aussi bien au plan des institutions, de l'éducation, de l'économie, de la culture, de la science, et qu'elle nous apporterait en plus la sécurité militaire. Et cela nous paraissait très bien, après les horreurs que les Européens du continent avaient subies, horreurs commises parfois même par des Français, sur des Français, au nom de la France. Dans le contexte de dictature totalitaire où la personne humaine n'avait plus la moindre valeur, je dis aux jeunes d'aujourd'hui, en France et en Europe, que je souhaite sincèrement qu'ils n'aient jamais à découvrir le véritable visage de la dictature. Mais peut-être vous-même êtes assez âgé pour me comprendre, pour savoir que l'état de droit, l'égalité devant la loi, sont les seules barrières contre la dictature, et de préférence dans un cadre institutionnel qui assure un progrès vers l'équité, équité qui donne son nom à notre fonds de dotation. Je suis bien placé pour savoir qu'au XXIe siècle, les priorités ont complètement changé. Nous avons une seule planète. Nous avons une seule humanité. Il n'y en a pas de rechange. Par contre, la nature, elle, peut se passer de nous. Regardez ce cafard fossile vieux de 450 millions d'années. La vie en a vu d'autres. Si nous disparaissons, elle n'a besoin que de quelques millénaires pour sortir une humanité de rechange. Elle a le temps, elle, depuis presque 4 milliards d'années qu'elle est sur Terre. Nous ne l'avons pas. Et là, je ne parle pas en idéologue. Je parle en ingénieur, en connaissance de cause, après une expérience sur le terrain et sur de nombreux terrains. Nous, Comité Bastille, croyons que la seule croissance qui ait vraiment un sens est celle de la vie elle-même. J'ai été au lycée Charlemagne, puis au lycée Louis-le-Grand à Paris de 1947 à 1958. J'ai eu comme camarades de classe des Vietnamiens, Algériens, Marocains, Tunisiens, 2 Libanais, un Syrien et 2 Ivoiriens. Nous étions encore un empire colonial, mais la guerre d'Indochine et surtout la guerre d'Algérie constituaient des crises terribles du jour, pour eux comme pour nous. Nos camarades d'outre-mer avaient à s'en plaindre. On en parlait librement dans les salles de classe et les professeurs participaient à nos discussions parfois très vives. Mais nos profs nous enseignaient la République laïque et ils étaient fermes sur ses principes. Par exemple, ils disaient à nos camarades musulmans que qu'ils restent français ou qu'ils deviennent citoyens d'une nation souveraine, ils ne devraient jamais oublier que la souveraineté du peuple, d'un peuple qui pense et s'exprime librement et sans crainte, s'applique également vis-à-vis de n'importe quelle loi religieuse. La séparation de la religion et de la politique avait été conçue pour la première fois en France par des chrétiens catholiques, l'amenaient
Lacordaire et Montalembert en 1848, et finalisé par des citoyens de toutes origines ethniques ou religieuses avec les lois de 1905 séparant l'Église et l'État. S'ils ne veillaient pas, quand ils auraient conquis leur indépendance, à ce que dans leur nouvelle nation, la séparation de la religion et de la politique soit rigoureuse, ils en viendraient à regretter la République française et la laïcité. Nous avons des propositions concrètes à ce sujet. J'ai été ingénieur conseil à mon compte à partir de 1972. J'ai émigré aux États-Unis en 1983 avec ma société et j'ai ajouté la nationalité américaine à ma citoyenneté française, ce qui m'a permis de travailler sur des missions secret défense aux États-Unis qui se sont étendues au Japon. Je suis intervenu dans plusieurs pays d'Europe de l'Ouest et de l'Est, d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Afrique, de l'ancien bloc communiste, en Inde, en Chine et au Japon, où chaque fois j'ai eu des clients et je me suis fait des amis. Et j'ai vu venir les crises planétaires que nous vivons aujourd'hui. Le changement climatique et la réduction des écosystèmes, le chômage et l'accroissement des inégalités de conditions, les pandémies et, par-dessus tout, la financiarisation de nos économies. Le comité Bastille peut démontrer que cette financiarisation, depuis les années 80, accroît automatiquement la dette des nations pour soutenir les cours de bourse et manipuler ceux-ci pour dissimuler une fortune vers les paradis fiscaux, dans des cadres légaux qui ont été insidieusement et presque anonymement votés par des parlements nationaux et par le Parlement européen. Et nous sommes sûrs que c'est maintenant et pourtant en Europe, particulièrement en Europe de l'Ouest, y compris la France, que se trouve quand même le plus grand espoir de triompher de ces crises mondiales. Pas en Amérique, pas en Chine, pas encore en Inde, en Amérique latine ou en Afrique, certainement pas au Moyen-Orient ou en Russie. Aujourd'hui, vous devez au contraire prendre conscience des atouts précieux qu'ont les Français et les autres Européens. C'est moins que jamais le moment de désespérer et de pleurer sur une soi-disant grandeur passée. Je dis bien passée et évanouie pour toujours. Bien entendu, nous avons des problèmes, mais ce sont des problèmes mondiaux et non pas français. Je peux vous le dire parce que je suis allé voir. Au comité Bastille, nous pensons que les batailles qui vont se dérouler maintenant pour triompher de ces crises sont beaucoup plus enthousiasmantes, les armes bien plus intéressantes à inventer que pour la bataille de la Marne et tous les Marignans, les Austerlitz, les Castillons, Valmy et Fontenoy du passé. Car ce seront des batailles pour nous réconcilier avec la nature et avec le règne vivant. Aussi avec l'espoir, le rêve et la dignité qui seuls donnent un sens à la vie. Des batailles où toutes les nations clairvoyantes cette fois seront alliées, tandis que les autres se contenteront de suivre chacune à son pas. C'est à tout ça que nous travaillons au comité Bastille depuis 2010. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes un laboratoire d'idées qui collabore avec n'importe quel parti ou mouvement qui respecte les mêmes valeurs, celles de la République laïque et celles de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Nous pourrons mettre au point les quelques réformes fondamentales que nous avons identifiées depuis 2010, auxquelles ont collaboré des élus, dont le regretté Michel Rocard, ancien Premier ministre et un grand socialiste,
Corinne Lepage, fondatrice de CAP 21, maintenant CAP Écologie, ancienne ministre et membre du Parlement européen, dont la carrière montre aux Français qu'il est possible de laisser une trace dans la politique et dans la société, tout en restant intègre et éthiquement intransigeante. Des entrepreneurs, des universitaires, 3 économistes dont moi-même, parce que vous savez, l'économie, je la pratique tous les jours depuis 1972. Des fonctionnaires comme Hubert Coste et le regretté Henri Chazelle, souvent retraités parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont des choses à dire. 2 banquiers, des juristes et experts comptables, des associations et mouvements qui veulent prendre, comme nous, à la racine, les causes de ces crises. Nous avons été accompagnés et encouragés dès 2009 par le Centre des jeunes dirigeants et jusqu'en 2017 par le Parti socialiste. Mais aujourd'hui, nos amis du PS ont souvent émigré ailleurs. Les messages du comité Bastille atteignent environ 10 000 correspondants et quelques centaines de membres actifs. Notre conseil d'administration a 15 membres, dont Michel Meunier, président, Clément Caru, fonctionnaire des ministères financiers et notre conseiller fiscal, Michel Duhamel, vice-président et secrétaire, Jean-Michel Quintric, conseiller politique, Yann Tessier-Ducrot, ancien d'Alstom qui est notre trésorier, et Nicolas Jouve, consultant en ingénierie pédagogique. Les 5 premiers, plus moi-même, sont les 6 fondateurs d'Équité. Ce fonds de dotation est destiné à devenir une fondation abritée par une fondation européenne. Elle financera les études de viabilité et les passages à l'acte sur le terrain de chacune de ces réformes. Nos projets concernent la conversion biocompatible, la transition énergétique, les droits et statuts d'entreprises sociales et solidaires ou simplement sachant se protéger de la financiarisation, la relance des investissements à très long terme grâce à l'appel direct à l'épargne publique sans passer par le marché boursier, la réforme des marchés financiers, la création d'un véritable revenu universel, le mini-crédit pour les entrepreneurs individuels, etc. Nous préparons les outils des élus qui veulent être prêts à mettre en place les réformes que la grande crise financière et monétaire qui s'annonce va nous imposer de toute façon. La crise de la dette mondiale qui va devoir enfin être maîtrisée. Tenez, voici 3 exemples de nos idées. Nous pensons que la finalité de l'entreprise est d'abord, devinez quoi, se survivre à elle-même et pour cela de conserver les employés, les équipes qu'ils ont formées, les métiers qu'ils ont perfectionnés, au lieu de faire des économies sur leur dos. Et pour cela, sa priorité, devinez quoi, c'est de satisfaire pleinement ses clients. Commencez donc par satisfaire vos clients, au lieu de les faire lanterner au téléphone avec un message enregistré qui leur dit « Votre appel est très important pour nous », etc. Les actionnaires viendront après. La création de votre prochaine filiale, basée dans un paradis fiscal, au Luxembourg ou à Londres ou ailleurs, pour nous laisser, nous, les clients et les salariés, payer vos impôts à votre place, viendra après aussi. N'est-ce pas, messieurs du CAC 40, des banques systémiques et autres? Nous pensons que l'impôt est le prix de la civilisation. Si vous économisez sur les dépenses publiques, vous aurez moins de civilisation. Vous aurez moins de policiers îlotiers qui dissuadent la violence, moins de gendarmes pour maintenir l'ordre républicain. Mais peut-être avez-vous des raisons de vous plaindre d'eux. Moi, voyez-vous, j'ai vécu 27 ans aux États-Unis et je peux vous dire que je les ai tous retrouvés avec soulagement quand je suis revenu vivre dans les Cévennes en 2008.
Vous aurez moins de personnel de santé, qui sera plus mal payé. Moins de professeurs, moins bien payés, donc plus d'enfants délinquants et déracinés. Et ne me parlez pas de privatiser l'éducation. Après 27 ans aux États-Unis, j'ai déjà donné. Vous aurez moins de transports publics, de bureaux de poste et de permanence de la Sécu. Vous aurez plus de zones de non-droit et moins de migrants formés à vivre en citoyens dans une république laïque. Et nous avons des actions précises à proposer dans ce sens. Moins d'investissements à très long terme pour nous adapter au changement climatique et à la transition énergétique, etc. Non, nous ne pensons pas que diminuer la dépense publique est la priorité. Mais nous ne proposons pas de l'augmenter. Nous proposons une loi de discipline budgétaire sur le modèle suisse du contrôle financier fédéral. Un déficit est accepté s'il correspond à des investissements à très long terme qui ont à la fois créé des richesses réelles, créé des emplois, donc augmenté les recettes de TVA, et participé à une économie plus verte. Et si le budget est respecté, sinon les sanctions seront sévères. Nous pensons par contre que les paradis fiscaux sont officiellement nés à la Chambre des communes britannique en 1929, 15 ans après la création de l'impôt général sur le revenu suivant les pays, quand ont été créés les statuts des sociétés offshore, donc des paradis fiscaux qui permettent de frauder l'impôt sur le revenu particulièrement facilement. Et notre démonstration en a été validée par de nombreux experts, à commencer par Michel Rocard lui-même, ancien inspecteur des finances, ne l'oublions pas. Nous pensons que si vous imposez le patrimoine, la fortune, au lieu d'imposer le revenu, nous verrons le début de l'obsolescence des paradis fiscaux. Et la France pourra récupérer au moins 70 milliards de manque à gagner fiscal. Tenez, vous connaissez le Liechtenstein, ce vieux champion des paradis fiscaux. Les 70 000 citoyens résidents de ce pays ne payent pas d'impôts, vous dit-on. Vraiment ? Savez-vous que par contre, ils payent un loyer plus que salé au grand-duc du Liechtenstein, qui se trouve être propriétaire de tout le foncier. C'est une taxe foncière, rien d'autre qu'un impôt sur la fortune. Toutes ces réformes, nous pouvons les engager dans le cadre des traités et réglementations européennes actuelles. Si notre initiative vous intéresse, et si vous voulez recevoir le dossier de présentation du Fonds Équité, contactez-nous par notre site www.comitébastille.org. Et si par hasard, vous préférez d'abord vous distraire un peu en apprenant à travers un récit d'anticipation-fiction à quoi ressembleraient nos réformes appliquées à la planète au cours de notre 21e siècle, je vous suggère d'acheter Néander. Mais s'il vous plaît, pas sur Internet. Commencez à résister à la financiarisation en le commandant chez votre libraire. Si cette vidéo vous a intrigué, faites-le nous savoir par vos commentaires, car je reviendrai présenter nos autres propositions et le résultat de nos travaux. Et je vous donne donc rendez-vous ici plus tard en vous rappelant que vos commentaires sont immédiatement les bienvenus. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.